Monsieur Adnan Dbar, nous voilà avec une majorité gouvernementale connue. Quelle sera la prochaine étape et quelle sera la composition ainsi que les actions probables? En ce qui concerne la majorité qui s'est dégagée des élections, on peut dire d'abord que c'est une majorité qui a une cohérence. Elle a une cohérence au niveau du référentiel politique. De manière un peu plus générale en termes de sciences politiques, on peut dire que c'est une majorité à conviction libérale, c'est-à-dire une conviction dans l'échiquier politique qui peut se situer au niveau du centre droit. C'est important à rappeler parce qu'il est important pour tous les partis politiques qu'ils aient un référentiel commun au-delà du référentiel sur lequel ils vont travailler, c'est-à-dire le nouveau modèle de développement. Ils ont quelques accointances idéologiques et c'est une bonne chose. Et je pense que cela permettra de dégager une majorité qui va travailler ensemble avec un référentiel commun et une majorité qui fédère ses efforts parce qu'elle aura un nombre de voix conséquent. Je pense qu'elle sera autour de 70% des voix au niveau du Parlement, mais elle a aussi un élément important, c'est-à-dire qu'elle a pu maîtriser toute l'administration territoriale. Elle a s'est partagée la direction des 12 régions, elle s'est partagée d'une manière assez importante, pour ne dire majoritaire, l'ensemble des communes. C'est-à-dire que nous avons un exécutif qui est en cohérence avec l'administration territoriale, c'est-à-dire les régions et les communes, ce qui donnera beaucoup de dynamisme à toute politique de l'État, dans la mesure où il y a une cohérence entre les trois niveaux, national, régional et communal. C'est Arnouch est en train maintenant de composer son ossature, de répartir les postes ministériels. Comment peut-on percevoir cette deuxième étape? La deuxième étape, d'abord, il y a un élément central, c'est-à-dire que nous sommes en présence de trois partis. Chacun a son histoire. Il y a deux partis qui ont une grande expérience gouvernementale, le parti de l'Istiqlal et le RNI, et un nouveau parti qui n'a pas d'expérience gouvernementale. Probablement, dans l'architecture de la composition du gouvernement, cela sera tenu compte de cet élément, dans la mesure où celui qui n'a pas beaucoup d'expérience ne peut pas hériter de portefeuille qui exige un historique et une capitalisation sur des expériences passées. C'est pour cela que moi, je verrai l'architecture du prochain gouvernement comme suit. C'est une analyse tout à fait personnelle, dans la mesure où elle est en relation avec les projets et les différentes contributions qui ont été données au Conseil spécial pour le nouveau modèle de développement. Prenons le RNI, commençons par le RNI, il a montré dans le document qu'il a remis un intérêt particulier pour le secteur de la santé et de l'enseignement et de l'emploi. Trois secteurs pour lui importants dans le nouveau modèle de développement et qui seront bien sûr ajoutés au secteur productif qu'il gère déjà, c'est-à-dire l'agriculture, l'industrie et le tourisme. Le tourisme, c'est un service, mais disons que c'est des secteurs qui contribuent à l'emploi et à la richesse nationale. S'il a ces portefeuilles, il aura un rôle, disons, proéminent au niveau du gouvernement. Donc déjà, il a 6 postes ministériels, y compris Arnouch. Si nous suivons la logique de ce qui a été proposé et ses centres d'intérêt, il doit normalement hériter de ces postes, puisqu'il a des programmes, il a un historique, et pour les nouveaux postes qu'il souhaite gérer, c'est-à-dire la santé et l'enseignement et l'emploi, il a, à mon sens, donné des gages pour réaliser 1 million d'emplois, ne l'oublions pas. Il s'était engagé à créer 1 million d'emplois. Ce n'est pas rien dans les 5 prochaines années. On le verra à la manœuvre. Le deuxième parti, c'est le parti de l'Istiqlal. Vous placez l'Istiqlal avant le PAM? C'est-à-dire, je ne le place pas avant le PAM, mais le parti de l'Istiqlal a une expérience gouvernementale. Et il a présenté au Conseil national ou le Conseil spécial pour le nouveau modèle de développement un document que j'ai pu le consulter comme tout citoyen et qui met l'accent sur
4 ou 5 secteurs qui suscitent toujours l'intérêt historique de ce parti, c'est-à-dire le secteur de l'équipement, de l'énergie, de l'économie sociale, de l'habitat, et ainsi que le secteur du développement social. C'est des secteurs, peut-être aussi, ils ont fait un bon travail sur l'économie numérique. Voilà des secteurs peut-être que le parti de l'Istiqlal, en sus de ce que j'ai appris à travers différentes sources amies, comme quoi il visait le poste de président du Parlement, la présidence du Parlement marocain, en la personne de Nizar el-Baraka. Bon, voilà quelques portefeuilles qui, historiquement ou de manière intellectuelle, vu ce qu'ils ont présenté au Conseil pour le nouveau modèle de développement, je pense que l'Istiqlal doit se retrouver dans ce. Reste le parti authenticité et modernité. Bien sûr, il n'a pas d'expérience gouvernementale, bien que ces cadres sont des cadres probablement qualifiés. On les verra à l'œuvre. C'est un parti qui héritera probablement et doit hériter probablement. Je ne suis pas le chef de gouvernement, nous sommes en train d'échanger. Donc, il héritera probablement des portefeuilles tels que la justice, les droits de l'homme, la culture, la jeunesse et les sports, les relations avec le Parlement, c'est-à-dire que des portefeuilles où il pourra commencer à s'entraîner à la pratique gouvernementale. Donc voilà une coalition homogène, soudée, de 3 partis importants, parce que finalement, ils répondent aussi aux souhaits de l'électeur marocain. L'électeur marocain qui a donné une tendance, c'est la tendance, pour parler très franchement, une tendance libérale. Il a voté pour 3 partis qui épousent la doctrine libérale et qui sont là pour construire un modèle de développement. Certes, il est là, mais ils vont donner un petit peu le plus qui leur est demandé. Et ici, je vais m'arrêter sur les promesses électorales. Je vais m'arrêter sur les promesses électorales. Il y a eu beaucoup de promesses. Il appartient à ceux qui ont fait ces promesses de mobiliser les financements adéquats pour répondre à ces attentes. Parce que nous avons déjà souligné, l'électeur marocain est devenu très matérialiste et en attente de la réalisation ou du respect des promesses. Il s'agit de mobiliser à la fois le financement pour réaliser les plans d'action du nouveau modèle de développement et deuxièmement, mobiliser les financements pour un certain nombre d'aides qui doivent être données à différentes franges de la population et aussi à certaines catégories socio-professionnelles, comme les contractuels qui devront devenir des fonctionnaires, comme les hausses de salaire dans certains secteurs. Nous allons voir tout ça. C'est un challenge important pour le gouvernement. Il doit, bien sûr, et c'est ça la démocratie, on ne peut pas commencer à jeter comme ça des promesses sans pouvoir les respecter. Ils doivent trouver moyen de les respecter et je pense qu'ils sont assez de dynamisme et de savoir-faire pour mobiliser les financements. Nous allons parler maintenant de l'opposition, de son rôle. Il y a un gouvernement, mais la démocratie veut qu'il y ait une opposition, elle aussi, forte. L'opposition au Maroc doit maintenant, puisqu'elle est connue, et ce qu'il faut souligner, c'est que c'est une opposition un peu malgré elle, c'est-à-dire on l'a poussée vers l'opposition, elle n'a pas choisi l'opposition. Mais malgré cela, nous sommes confiants et nous sommes même sereins quant à la dimension patriotique de cette opposition, dans la mesure où elle va organiser sa mutation, parce que ce sont des partis, pour la plupart, qui ont été habitués à participer au gouvernement, et il est un petit peu difficile de leur demander de commencer à critiquer l'action de ce gouvernement, d'autant plus qu'ils ont été de la partie en ce qui concerne le nouveau modèle de développement. Être de la partie et demander le lendemain à ce qu'on le critique demande un effort à la fois intellectuel, dans la mesure où il s'agit de ne pas critiquer le modèle, mais c'est d'essayer de proposer mieux
dans la réalisation ou dans la gestion du modèle, c'est-à-dire nous sommes, disons, demandeurs d'une opposition à la fois politique et technique, dans la mesure politique, transformer les attentes en dimension politique, technique dans la mesure où il faut essayer de rentrer dans le management, ou dans la manière de gérer le nouveau modèle de développement au niveau des politiques publiques, au niveau des diverses politiques ou la mise en application de ce modèle. C'est un travail qui nécessite des cadres, il nécessite une vision politique et il nécessite une remise en question de l'ensemble du travail qui a été fait. Maintenant, l'opposition, et je voudrais aussi souligner cette dimension, dit qu'il y a une majorité. Elle va passer les lois, elle ne va pas prendre cas de notre avis. Ce n'est pas vrai. Si l'avis de cette opposition est un avis de qualité, elle a la possibilité de le présenter au niveau du Parlement, mais elle a aussi la possibilité de le présenter au niveau des réseaux sociaux, vous en faites partie, et au niveau aussi de la société civile qui peut être mobilisée pour faire de l'opposition. Et c'est un jeu démocratique sain dans la mesure où tout un chacun a le droit d'expression dans un Maroc où il y a la liberté d'expression. Et ça ne demande qu'un dynamisme et une capacité de produire des idées nouvelles et pertinentes. Ces dernières années, on a constaté que la majorité est en train de diminuer, c'est-à-dire qu'on ne trouve qu'il y avait 6 partis, c'est devenu 5 partis, et maintenant on est 3. Est-ce qu'on ne s'achemine pas vers la création de l'instauration d'un pôle ou de 2 pôles pour faire cette majorité? Cette mutation, elle est le fait, à mon sens, plutôt de l'électeur que des partis politiques. Parce qu'il faut le rappeler, nous avons 32 partis politiques. Mais le choix de l'électeur s'est fait que, disons, de manière globale, sur 7 à 8 partis. Donc, c'est l'électeur qui fait cette bipolarisation de la vie politique, c'est celui qui choisit, et d'ailleurs il faut le féliciter d'avoir choisi la cohérence de partis libéraux de droite pour mener cette politique. On peut leur donner leur chance. Par la suite, on peut, si la gauche a les moyens intellectuels et humains pour se reconstruire, elle peut toujours être l'alternative. Bien sûr, l'alternative du style PJD est à éloigner dans la mesure où la correction qu'elle a subie par l'électorat, qui était furieux de son bilan, me laisse présager qu'elle aura beaucoup d'efforts à fournir pour réaliser un petit peu sa remontée au niveau de l'électorat. Nous allons revenir à la composition de ce... Quand est-ce qu'à votre avis, on pourrait le voir naître ? Normalement, maintenant que la coalition est là, la feuille de route est là, et ils ont beaucoup de chance d'avoir cette feuille de route. Bon, aussi, probablement, ils ont une idée sur la manière de financer leurs promesses. Je pense que ce qui reste, c'est l'architecture. Elle est, à mon sens, d'après les documents qu'ils ont livrés, elle est plutôt visible. Quelques jours, disons une semaine, peuvent suffire largement. L'autre jour, j'étais un petit peu optimiste, j'ai déclaré que c'était 3-4 jours, mais apparemment, le choix aussi des hommes pose quelquefois problème parce qu'il y a, c'est tant mieux, beaucoup d'ambition à gérer, mais il faut en fin de compte choisir parce que, et je dois le rappeler, c'est Aziz Akhnouch, le chef du gouvernement, s'était plaint du fait que quand il était ministre, le leadership, c'est-à-dire le chef de gouvernement, n'était pas à la hauteur de la dynamique à créer. Maintenant qu'il est chef de gouvernement, je pense qu'il a tout le loisir et la Constitution de 2011 le lui permet, elle donne beaucoup d'attributions au chef du gouvernement. S'il l'utilise de manière correcte, il sera probablement un bon dynamo de cette équipe gouvernementale à qui, comme toujours, nous ne pouvons que souhaiter beaucoup de réussite.